tout le monde, bienvenue dans votre magazine Légende des Hauts. Aujourd'hui nous sommes en plein Marcanterre, à la limite de la Somme et du Pas-de-Calais, précisément dans la baie de Loti, avec ses molières, pas les trophées, hein, les mares qui sont derrière moi. Mais oui, la baie de Loti, avec ses dunes, sa flore, sa faune très diversifiée. On y trouve par exemple les grès de garzette, la spatule blanche, le cocheville huppé ou encore le crapaud calamite, qui sont bien entendu des animaux que je ne connaissais pas avant d'apprendre ce texte par cœur. Allez, à ma droite, Berck, sa plage, son hôpital maritime et ses trésors cachés. À ma gauche, Fort-Mahon, ses chars à voile, la station balnéaire préférée par les familles depuis plus d'un siècle. Allez, c'est parti, sommaire! Je vais prendre ma première leçon d'équitation avec Charlotte au centre équestre L'Étrier. Avec la famille Trancard et Alain Tison, je visiterai Fort-Mahon en voiture à pédale. Lionel nous initiera au vertige du char à voile sur les 25 km de plage de la baie. Catherine me fera découvrir les arcanes de l'hôpital maritime de Berck. Puis nous irons goûter les berlingots traditionnels fabriqués à la main par Jean-Yves. Et enfin, je prendrai une leçon de cerf-volant avec le champion du monde de la discipline. La baie d'Authie, c'est un espace exceptionnel et protégé qui regorge de sites naturels parcourus par des chemins de randonnée qui serpentent au milieu des dunes. Le meilleur moyen de les découvrir en long et en large, c'est peut-être de monter sur un cheval, ce que propose le centre équestre L'Étrier. Vous avez vu comment j'ai fait monter sur un cheval, hein? Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi tout, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui fait la particularité du centre équestre L'Étrier? Alors disons que nous, on a plusieurs activités. On va dire que la principale, c'est d'emmener les gens en balade en fait sur la plage. Donc, et après aussi, on a de l'enseignement et de l'hébergement aussi pour chevaux. Longue balade, combien de kilomètres, combien d'heures, combien de temps à peu près? Alors c'est 1h30 de préparation. En fait, il y a des petites démos qui sont faites par l'accompagnateur. Et ensuite, c'est 1h30 à cheval. Et là, il parcourt environ, on va dire, 6 km. Ok, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Charlotte, hein. Moi, j'ai hâte de prendre ma première leçon d'équitation. Bah, sans souci. Je compte sur vous. Donnez-moi un cheval vraiment gentil et très affectueux. Ouais. D'accord? Je suis pas Pas de vraiment problème. un grand cavalier. On a ce qu'il faut. Ça marche. Pour tourner, alors c'est ça qui est vraiment très différent de l'équitation classique. Pousser la tête du côté où on veut aller en lui demandant d'avancer. C'est un petit peu le même principe que le vélo. Tu mets ton pied gauche. Pied gauche. Ici. Ma main là. La main là. Le jean slim est déconseillé pour l'activité. Hop. Voilà. Et admettons là, tu vois, il y a un obstacle. Si je fais les talons, qu'est-ce qu'il fait? Il saute? Merci. Bonjour Aurélie, bonjour Dominique. Alors, je veux tout savoir sur l'histoire du centre. Racontez-moi tout. Le centre existe depuis longtemps, vous le voyez à travers ces bâtiments, probablement... Avant Jésus-Christ? Non, oui, Non. tout à fait, pas tout à fait, dans les années 50. Nous l'avons repris en 2007 et on y a ajouté à l'équitation classique qui se déroule dans le manège, dans le carrière, quelque chose de complètement nouveau qui est l'arrivée des chevaux Henson, des chevaux de la baie de Somme, avec lesquels on emmène les gens dans cette magnifique baie d'Authie que vous avez découverte tout à l'heure. Les premiers croisements qui ont donné naissance à la race ont commencé il y a une quarantaine d'années. D'accord. Après, je vais passer toutes les étapes. En 2003, nous avons obtenu la reconnaissance officielle en tant que 44e race équine française. J'ai entendu dire que les Henson, ils étaient faciles à vivre. Oui, bien sûr. ont très bon peut-être caractère. que Alors, en fait, Aurélie oui, va nous ils expliquer sont ça. faciles à vivre parce qu'en fait, il y a tout un travail génétique derrière ce cheval. Donc, à la base, on a croisé les chevaux donc, avec des poneys fjord et des juments de selle. Donc, le fjord, Mais en fait, est pourquoi un poney de Norvège. Donc, c'est un D'accord. cheval qui est rustique, qui vit dans la neige, qui... Et déjà, lui, il est cool. Déjà, il est cool. À la base, lui, il est cool. Donc, on a croisé avec de la jument de selle, selle français, trotteur, anglo, pur sang. Et au niveau du caractère, la jument de selle, c'était comment? C'était Alors, déjà un peu plus... En fait, on a stabilisé les deux. C'est-à-dire D'accord. qu'avec le croisement du poney qui était vraiment très placide, très calme, on a redonné un petit peu de taille, un petit peu de peps, mais en gardant ce côté placide du poney. Et comment sont-ils élevés, les Henson? Alors les Henson, ils aiment la liberté. Donc ils sont élevés en troupeau
et ils sont élevés en pâture. Et ici, à l'étrier, on a fait une grande première à partir de cette année, puisqu'on a mis les chevaux dans l'estuaire, dans ce qu'on appelle les molières, c'est-à-dire des endroits qui sont visités par la mer. Et les chevaux mangent certaines plantes, notamment ce qu'on appelle le chien-dent maritime, qui est envahissant et qui donc fait, en quelque sorte, appauvrit l'estuaire. Donc en plus, on a un rôle de régénération de l'estuaire. Et bien entendu, pour le bien-être des chevaux, c'est formidable. La seule chose, c'est qu'ils boivent un peu plus, parce qu'ils mangent plus salé. Plus salé, voilà. Donc, il faut, attention, voilà. trop de sel, risque d'hypertension. Voilà. Mais par contre, vous imaginez les oligo-éléments, tout ça. C'est le bonheur, quoi. Je suis descendu de mon cheval pour longer la côte en profitant de la marée basse jusqu'à Fort-Mahon. Avec ses immenses plages de sable et ses massifs dunaires, Fort-Mahon attire en permanence de nombreux touristes, surtout l'été et lors des grands week-ends. La commune est classée officiellement station balnéaire depuis 2006. Allez, moi je fais la visite en stop. Hé, c'est la famille Trancard, c'est ça? Oui. Ah, les Trancards sont là. Voici. Vous allez me sauver, je suis en galère. Stop, stop, stop. Je monte avec vous. C'est une place. Oh, parfait ça. Bon alors, moi je veux tout savoir hein, sur pourquoi les familles sont attachées à la région, pourquoi ils reviennent, les vacanciers, tout ça. Nous, on aime être ici parce que c'est le rassemblement de la famille. Rassemblement de la famille au quotidien. Hein, avec des balades en fait en char à voile, des balades en vélo, des promenades en bédotti, des pique-niques, des choses comme ça. C'est vraiment merveilleux. Monsieur Trancard-Fils, moi je veux savoir aussi votre point de vue sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on vient à Fort-Mahon? Alors en fait, c'est pas forcément pour l'architecture, hein, parce mais c'est plutôt pour la nature. En fait, on fait beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport d'eau, de char à voile, un peu de pêche aussi à la crevette. Il y a toujours en fait une activité à faire, quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que la marée soit haute, que la marée soit basse. Et donc on fait beaucoup de choses comme ça. Et maintenant, ce qui est très sympa, c'est effectivement, c'est de combiner ça avec les enfants, les cousins, les enfants des cousins, les cousins des cousins. Et donc tout ça fait une très grande tribu. Vous qui avez vu plusieurs générations, au final, malgré les réseaux sociaux, les portables et tout, vous trouvez qu'ici à Fort-Mahon, les jeunes se comportent comme les jeunes de l'époque? Alors les réseaux sociaux, effectivement, c'est les réseaux sociaux d'avant, parce que finalement, on prend le vélo et on va se retrouver chez les uns et chez les autres. Après, non, bon, disons quand même, on vit quand même avec notre époque à Fort-Mahon, il y a quand même la 3G, tout ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai qu'on est un peu hors du temps. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais on est quand même également hors du temps. Quoi. Et on recrée un temps qu'on avait, qui était celui qu'on avait quand on était enfant. Quoi. À l'arrière de notre Rosalie à pédale, nous avons fait monter Alain Tison, et non pas Tyson. Non, parce qu'il ne rentre pas dans la Rosalie. Alain Tison, il n'est pas là pour les vacances. L'installation de sa famille à Fort-Mahon remonte à la Révolution française. Il est donc incollable sur les secrets de la baie. Alors moi, ce que je peux vous faire découvrir, c'est la faune et la flore en baie d'Authie. D'accord. Alors, les fameuses plantes qui se mangent, les plantes halophiles. D'accord. Alors, style la salicorne. La salicorne. Ce qu'on appelle passe-pierre. D'accord. C'est quoi, c'est des salades? C'est comment? C'est une petite plante qui pousse, qui fait 20-30 cm, qui pousse dans la slick. La slick, c'est le mélange de sable et de vase. D'accord. Les coureurs de la baie de Somme connaissent très bien. Ok. Ils adorent ça, ça glisse, ça patoche dedans. Alors ça, on les mange soit en condiment comme des cornichons, ou alors on se les fait à la poêle, ou alors en haricots. On se les fait comme des haricots. Mais vous connaissez tout, vous connaissez non seulement l'histoire de la baie d'Authie, mais en plus la cuisine aussi. La cuisine. C'est vraiment un spécialiste. Alors, il n'y a pas que cette plante-là. Bon, on va parler de l'oreille de cochon, on va parler de l'aubione, on va parler... Attendez, l'oreille de cochon, c'est une plante. Alors, l'oreille de cochon, c'est une plante. Alors, c'est une traduction... Les enfants, écoutez bien, l'oreille de cochon, c'est une plante. C'est une plante. Alors vous qui connaissez Fort-Mahon par cœur, quel est votre site préféré? Il y a un endroit que vous préférez, un endroit très précis? Parce que les dunes c'est quand même vague. Est-ce qu'il y a la baie à la pointe de la Rocheville, là vous êtes en pleine nature, d'un côté la plage, de côté la baie. Vous êtes isolés, devant nous les phoques, c'est là vous êtes en pleine communion avec la nature. Allez, parti.
Il n'y a pas que le cheval et la Rosalie pour se déplacer ici à Fort-Mahon. Et oui, grâce à Lionel Boone et son école Eolia, on va pouvoir parcourir les 25 km de plage sauvage qui s'étendent de part et d'autre de la baie, en char. Mais quel type de char? En charabia? En char d'assaut? Ou en charcutier? Mais non, en char à voile. Et on va pouvoir même peut-être aller jusqu'à Berck. Je suis Lionel Boone, je suis responsable de l'école de char à voile Eolia Picardie, gérant, fondateur de l'école en 1985. Ce qui m'a amené au char à voile, c'est d'être tombé dedans un petit peu petit, parce que mon grand-père faisait du char à voile, on appelait ça aéroplage à l'époque, mes cousins, etc. Et dans les années 77, j'ai découvert moi-même le char à voile après avoir fait plutôt de la voile. Parce que dans un premier temps, comme il y a quand même un peu de vent, je vous laisse l'écoute. Quand certaines personnes sont un petit peu effrayées de faire du char à voile, je leur dis simplement que si elles n'avaient jamais fait de vélo de leur vie, que je les mettais devant un char à voile ou un vélo, elles feraient plus vite du char à voile que du vélo. Un vélo, c'est sur deux roues, donc il faut apprendre l'équilibre. Tandis que le char à voile, il n'y a pas besoin d'apprendre l'équilibre. Le char est déjà équilibré naturellement par les trois roues. Quelqu'un qui n'a jamais fait de voile va faire du char à voile comme tout le monde. Et je dirais même que c'est un avantage de ne jamais avoir fait de voile, parce qu'au moins on découvre tout à zéro et on n'a pas forcément des réflexes de voile qui ne sont pas forcément adaptés au char à voile. Nos séances durent 3 heures. Dès la première heure, on est sur un char à voile et on évolue sur un circuit où on apprend les bases du pilotage, savoir démarrer, ralentir, s'arrêter. Et quand les gens ont compris le b.a.-ba, on évolue sur un parcours pendant une demi-heure, 1 heure, ça va dépendre des conditions. Et ensuite, on emmène tout le monde faire une randonnée en char à voile sur 25 km de plage entre baie de Somme et baie d'Authie. Le char à voile, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être adepte de quoi que ce soit. On vient de découvrir une activité liée au vent et il n'y a pas de typologie particulière. Je vais maintenant traverser l'estuaire vers le Pas-de-Calais en laissant derrière moi cette merveilleuse baie d'Authie, souvent surnommée la petite sœur sauvage de la baie de Somme. Ah, le char à voile me manque déjà. Fort-Mahon me manque aussi. Mais voilà, Berck. Berck, réputé depuis plus d'un siècle pour le bon air qu'on y respire. Mais pensez à expirer quand même. Hein. Oui, parce que c'est ici que sont nés les premiers traitements d'hydrothérapie en 1850, grâce à une femme restée dans l'histoire sous le nom de Marianne toute seule. Elle a eu la bonne idée de transporter en brouette des enfants atteints de tuberculose pour les amener à la plage, respirer le grand air, panser leurs ulcères et surtout pour les baigner. Les baigner dans la mer, hein. Pas les beignets, chouchou, chaussons, pommes, non. Suite à ce bain de mer, l'état de santé des enfants s'améliore. Par conséquent, l'assistance publique des hôpitaux de Paris décide alors d'implanter ici ce qui va devenir ce magnifique hôpital maritime spécialisé dans les soins de suite et la rééducation. Nous avons rendez-vous avec Catherine Lys qui va nous en dire plus. Bonjour Camille. Bonjour Catherine. Allez, je vous fais la bise. La bise. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Merci, Bon. merci de nous recevoir chez vous, on peut dire. Hein. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, vous connaissez par cœur l'hôpital. On peut dire ça. Par exemple, là, on est où? Dans quel couloir et on va où là? Ici, on est dans la galerie Jean-Dominique Bauby, qui est une galerie face à la mer, qui permet aux patients de profiter, comme autrefois, de la cure héliomarine. Galerie parce qu'il y a des expositions, il y a des tableaux. Il y a des tout ça. expositions qui sont réalisées, les tableaux sont réalisés par les patients. Et Jean-Dominique Bauby, parce que c'était le nom de notre ancien patient, rédacteur en chef de Elle et atteint d'Hallokin syndrome. Bon alors Catherine, maître des lieux, où est-ce que vous m'emmenez là? Je vais vous emmener à la chapelle. D'où qu'on va? On va à la chapelle. Ok, Non, d'accord. je plaisante. C'est la salle de rééducation, mais qui était l'ancienne chapelle de l'établissement. D'accord. Au 19e siècle, elle servait de chapelle à la fois pour les patients et les Berquois, qui n'avaient pas encore d'église à Berck. Ah d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, c'est une salle de rééducation polyvalente. Donc ici, on trouve forcément donc, les kinés, les ergots. Non, on ne trouve que les kinés et Que les les professeurs de sport adapté. Ah d'accord. Bon, hein, j'ai profité un peu des soins de l'hôpital maritime. Tout à fait, pas de souci. Allez, je tiens à remercier les producteurs de l'émission pour ce passage. Merci.
J'adore cet hôpital. Et du coup, entre collègues, vous vous massez des fois comme ça ou... Des fois, ouais, ça arrive sur l'heure du midi. Oh oui. C'était bien dans tout ça. Donc là, on va vers la balnéothérapie. C'est de l'eau de mer en fait. C'est de l'eau de mer qui est pompée en façade de l'établissement. Notre ancienne directrice voulait que ce soit comme sur un paquebot. Ah d'accord, allez, je vous en prie. Merci. Donc voici notre piscine, une structure architecturale magnifique avec très beau, un dôme façon pavillon Baltard, puisque la piscine existait au début de la création de l'établissement. Donc les deux grands bassins sont les bassins à eau de mer. Et le fait que ça fasse comme un bateau, c'est normal? Parce que là, on dirait qu'on est un peu comme un avant d'un bateau comme dans Titanic. Totalement. You're here when we're seeing that rain, and I know what I'm going to go up. Merci Catherine. Alors moi, je suis originaire du bassin minier du Pas-de-Calais. Et j'ai fait mes études à Centre social à l'assistance publique à Paris. Et on m'a proposé l'ouverture du poste ici à Berck et j'ai foncé tout de suite. C'est un hôpital qui vit, à la bonne humeur. Les patients sont tous attachants et il y a des histoires de vie voilà, qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur Jean-Dominique Bobby. Alors Jean-Dominique Bobby était un de nos patients. Donc moi, je l'ai connu puisque j'étais là lors de son hospitalisation. J'ai eu quelques échanges avec lui. Moi, ce qui m'a frappé chez ce monsieur, c'était que malgré le handicap, malgré le fait qu'il ne puisse communiquer qu'avec une seule paupière, il avait toujours un mot d'humour. Depuis son hospitalisation, je dois dire que le regard a changé sur le handicap parce qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits pour les patients atteints du même handicap, le Lockheed syndrome, en termes de communication, des synthèses vocales qu'ils peuvent utiliser, les fauteuils roulants qui peuvent se déplacer à l'aide d'un petit muscle qu'on peut récupérer pour qu'ils soient autonomes au maximum. D'ailleurs, l'hôpital est domotisé sur le quadrilatère et certaines chambres sont domotisées, ce qui rend le patient totalement autonome pour ouvrir un volet, décrocher un téléphone, ouvrir une porte, se déplacer, prendre l'ascenseur, voilà. Bah écoutez, Catherine, merci beaucoup. Merci pour ce cours d'histoire sur l'hôpital et merci pour ce partage de votre passion et de votre parcours. C'est avec plaisir. Ah, je vous fais un bisou. Oui, moi aussi. Allez, Catherine, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Si la ville est célèbre pour ses hôpitaux, pour la qualité de l'air qu'on y respire et pour ma reprise de Céline Dion, il faut savoir qu'à Berck, on soigne aussi la gourmandise. Chaque jour, dans la rue Carnot, un attroupement se forme devant une vitrine. La boutique de Monsieur Matifas. Nous allons rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y trame et ce qui justifie un tel succès. Bienvenue au Succès Berquois. Je suis Jean-Yves Matifas, je suis artisan confiseur et je perpétue une tradition de fabrication de berlingots artisanale depuis 1922. C'est un peu une confiserie un petit peu particulière parce que c'est aussi un atelier où on fabrique donc les berlingots et les sucettes en public. Cette histoire donc, a démarré donc, en 1922. C'est deux personnes, c'est Maria et Lucie, donc, qui étaient originaires donc, du Pays Basque, des Pyrénées. Elles ont cherché une ville touristique pour s'installer et plusieurs personnes leur ont dit de venir à Berck-sur-Mer. La première année, elles ont gagné 200 anciens francs. Elles ont dit c'est un succès. Du coup, elles ont décidé de baptiser le magasin Succès Berquois. J'ai toujours été au contact avec la marmite, au contact avec le sucre, mais j'envisageais pas, après, en vieillissant, faire ça. Et puis dans les années 80, 84, 85, ma mère m'a dit, écoute, viens m'aider à faire une saison. Et puis voilà, j'ai posé mon sac, j'ai rencontré une Berquoise, je me suis marié, tout de suite ça m'a plu, cette aventure, et j'ai voulu perpétuer cette tradition. On n'a aucune phase mécanique, on fait ça totalement à la main, à l'ancienne, et là on est très peu. C'est réduit en peau de chagrin, puisque on est, allez, 2 ou 3. Je ne veux pas dire que je suis le seul, c'est pas vrai, hein. On est 2 ou 3 à garder une production totalement manuelle. Voilà, donc on a atteint la bonne température. On va venir ajouter une couleur. Et maintenant, on va lui donner son arôme.
Et maintenant, on va opérer la magie pour pouvoir faire des bonbons. On a une matière qui ressemble à du verre. Donc en faisant ça, on va changer la couleur du sucre. Alors c'est là où on voit que le sucre est vraiment une matière extraordinaire et qui est très vivante. Elle est toujours dans les mêmes tons, mais elle a perdu sa transparence, elle est totalement opaque maintenant. Alors maintenant, donc avec Thomas, là, on va faire des berlingots et quelques sucettes. Comme disait ma mère souvent, on est un peu les dinosaures de la confiserie. Voilà. Et on veut y rester, on veut vraiment cette technique. C'est ce qui donne aussi notre force, notre pouvoir, notre charme. Et les gens viennent chercher justement ce côté authentique. C'est bon, hein? Un autre succès de Berck. Son vent, ses cerfs-volants. Allez, direction la plage. Berck-sur-Mer possède l'une des plus belles plages de la Côte d'Opale, propice à la détente, au loisir et au bronzage. Enfin, pas pour moi. Ah bah ça y est, je les vois, ils sont là. Ah, les cerfs-volants, ils sont là-bas. Oui, parce que je vais à la rencontre de Maxime de Savoie, le champion de cerf-volant. Alors attention, le palmarès est impressionnant. 7 fois champion de France, 5 fois champion d'Europe, 2 fois vice-champion du monde. Il s'agit bien sûr du seul, l'unique, le challenger, Maxime de Savoie. Comment ça va? Ça va, bonjour Camille. Alors moi j'ai rencontré des champions de football, des champions de judo. Par contre, un champion de cerf-volant, jamais. Et voilà. Je suis fasciné. Alors comment ça vous est venu cette passion? Bon, ça fait très longtemps, je fais du cerf-volant depuis tout petit, sur des plages ici de la Côte d'Opale. Et puis après, on fait des rencontres, on a envie de se mesurer à d'autres et puis on fait de la compétition. Puis après, je rencontre quelqu'un de mon âge. On avait 16 ans à peu près. Et là, on se dit que faire des figures synchronisées, c'est-à-dire voler chacun avec son cerf-volant côte à côte, on trouve ça super. Et là, on se lance là-dedans en fait. C'est un loisir dans lequel on peut effectivement faire du sport, mais aussi on crée, puisqu'on crée nos cerfs-volants, c'est-à-dire qu'on a appris à faire de la couture, on coud nos cerfs-volants, on les assemble. D'accord. Et alors Berck, quelle est la particularité par rapport au cerf-volant? Moi, je pense que cette plage, elle a deux gros atouts. C'est que même à marée haute, il y a toujours de l'espace. Donc on peut faire du cerf-volant en s'écartant un petit peu du public, même en plein été, comme aujourd'hui par exemple. Et puis on est quand même dans une région plutôt ventée, donc avec des bâtiments qui ne sont pas très hauts derrière non plus. Donc il y a toujours du vent. Enfin voilà, il y a toujours de l'air. S'il n'y en a pas maintenant, dans 3-4 heures, il y en aura. Ici à Berck, il y a un gros festival du cerf-volant. Il est réputé comme étant, en tout cas, le plus gros du monde. Vous venez en avril ici tous les ans, le ciel, dès qu'il y a du vent bien évidemment, il est noir de cerf-volant. Hein. Ok, d'accord. On tourne la tête dans tous les sens, il y a des cerfs-volants partout. Mais alors justement, là je vois, il y a un cerf-volant. Comment ça fonctionne? Vous pouvez m'expliquer un peu les détails de... Alors, c'est un cerf-volant de type delta, il a une forme delta on va dire. D'accord. C'est un cerf-volant acrobatique qu'on peut diriger, il a deux lignes, c'est-à-dire qu'on va fixer une poignée d'un côté, une poignée de l'autre, on va dérouler de la ficelle, de la ligne, on appelle ça de la ligne chez nous, un peu comme les pêcheurs. Et nous en équipe on va voler avec des lignes plutôt longues, de 40 mètres. Donc chacun a un cerf-volant de ce type-là qui mesure d'envergure, il fait 2,60 m. Hein. Je peux passer en hauteur. Ouais, c'est quand même des gros objets. Hein. Voilà. Écoutez, moi ça m'a donné envie d'apprendre. Hein. J'ai envie de prendre mon premier cours de cerf-volant. Eh ben, on va essayer. Je suis débutant, donc allez. C'est parti. I'm ready. Il va falloir donner une traction symétrique, vraiment la même force sur les deux mains dans un premier temps pour que le cerf-volant puisse s'élever. Et puis après, il faut tirer sur une main ou l'autre pour pouvoir lui donner de la rotation. Ok. Allez! Allez, encore un petit peu, et c'est parti. Et après, pour le diriger, il faut regarder le nez du cerf-volant. Alors je vais reprendre un petit peu le contrôle. Oui. Voilà, on va reprendre de l'altitude. Il y a encore un... D'accord. Là on est mieux là, on est plus loin. Et là je fais quoi du coup quand je suis comme ça? Alors il faut regarder le nez du cerf-volant, parce que quand on tire sur un bras, en profondeur comme ça, pas sur les côtés. Ah ouais, d'accord. Voilà.
Wow. On tire sur la main gauche. Bon, c'est pas mal pour un début. Ouais, j'ai failli couper la tête de la caméraman, mais... Ça a duré bien 10 secondes, non? Ouais, 10 secondes. Bon, on va essayer. Voilà, c'est fini, nous quittons tous ces passionnés qui font la richesse de notre merveilleuse région, mais vous pouvez revoir ces histoires sur france3.fr et sur le Facebook de l'émission. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans Les gens des Hauts. Il fait n'importe quoi. Les bras le long du corps, coup du bassin, le bras le long du corps. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Ensuite, tu tires à gauche. Voilà. C'est bien comme ça? Voilà, c'est pas mal ça. Là, c'est bien. Tu pourrais être champion si tu continues. Tu pourrais être champion, moi je te le dis.